Bien, mais écoutez, déjà je suis très heureux de voir qu'il y a autant de personnes cet après-midi pour un sujet dont le moins qu'on puisse dire c'est qu'il n'est pas vraiment connu. Je dirais même qu'il est radicalement inconnu. C'est donc la première fois qu'une intervention sur un domaine qui est périphérique au rock lui-même va avoir lieu. C'est même la première fois en France qu'une intervention va être donnée sur un sujet tel que celui-là. Bon, nous ne sommes pas au Collège de France, mais les premières fois ont malgré tout une symbolique et une importance dans la vie des hommes, en tout cas dans la mienne. Donc vous comprendrez que je sois particulièrement sensible à cette première fois-là aujourd'hui. C'est la première fois également que ce sujet est présenté dans le cadre de l'Université du Temps Libre. Donc évidemment, je remercie très très chaleureusement Bernard Dupérin et Anna Dugos qui me permettent de faire cette petite intervention cet après-midi. D'autant que c'est la première fois qu'un sujet tel que celui-là fait son entrée dans un lieu aussi institutionnel qu'un amphithéâtre, d'une présidence, d'une université. Nous ne sommes pas encore aux États-Unis. Alors certains vont s'en réjouir, d'autres peut-être un tout petit peu le déplorer, à savoir que cela fait déjà très longtemps que dans les universités, et notamment je pense à l'université de Berkeley en Californie, il y a des départements qui sont consacrés aux cultures dites populaires. Et je pense en particulier à un grand professeur qui s'appelle Greil Marcus, qui s'est spécialisé là-dedans et qui s'efforce d'essayer de montrer de quelle manière, à travers les cultures populaires, il est possible et proposé de comprendre comment un peuple se transmet une mémoire, une image, comment il se reconnaît dans cette image, dans cette mémoire, et comment il la récupère dans sa vie quotidienne. Donc les cultures populaires, telles qu'on les qualifie très fréquemment, et d'ailleurs très souvent de façon extrêmement méprisante, il y a beaucoup de synonymes par rapport à cette expression-là. On parle de culture de masse, on parle d'industrie culturelle, qui est un mot extrêmement fréquemment utilisé. Je pense notamment à des personnes comme Bernard Stiegler et beaucoup d'autres, qui inscrivent leur pensée dans celle d'un philosophe qui s'appelait Adorno, et qui visent à déqualifier, à disqualifier radicalement, définitivement, tout ce qui peut avoir trait aux cultures populaires. Alors moi, mon effort d'aujourd'hui, il est non pas tout de suite là maintenant de réhabiliter à moi tout seul ce que peut être le rock, mais il est d'essayer de montrer de quelle manière le rock est devenu, de mon point de vue et de quelques autres, un point nodal des sociétés occidentales. Je veux dire par là que les années 60 et l'émergence du rock ont été comme un point nodal, un basculement anthropologique. L'expression peut paraître un petit peu excessive, mais je pense qu'elle correspond à une réalité dans la mesure où le rock, de la même manière que le cinéma hollywoodien, sont devenus des pourvoyeurs de mythes et d'icônes. Je veux dire par là qu'il ne faut jamais oublier que le rock a coïncidé ou a été l'occasion, à un moment de l'histoire, de permettre à la jeunesse de s'affirmer comme telle. Je veux dire par là que les années 60 correspondent à une prise de pouvoir symbolique, réelle, qui est celle de la jeunesse. Pas simplement la jeunesse en tant que classe d'âge, pas simplement la jeunesse comme ensemble de codes et de rites, mais la jeunesse comme ensemble de valeurs, c'est-à-dire la fraîcheur, la beauté, l'énergie, le dynamisme. Et je suis bien obligé de considérer qu'aujourd'hui, ces valeurs sont plus que jamais omniprésentes. Elles déterminent de façon constante, permanente, nos sociétés. Alors nous sommes confrontés aujourd'hui
ce qui peut en être regardé comme le succès d'année, ce qu'on appelle le jeunisme, c'est-à-dire cette espèce d'hystérie permanente, à faire en sorte que tout ce qui peut témoigner d'un début de vieillesse, ou plus précisément du vieillissement, est à bannir en long, en large et en travers. Houellebecq, dans son dernier livre, nous le dit de la façon la plus crue, quand il parle de l'indignité de la vieillesse, pour le dénoncer, bien sûr. Il rappelle combien nous vivons dans un monde qui ne supporte plus un certain nombre de signes et qui vit radicalement sous l'influence et sous l'omniprésence de la jeunesse. Ne serait-ce que pour cette raison, je ne vais pas parler du rock, mais je vais parler de rock, c'est-à-dire tout ce que le rock en tant que culture a pu générer comme influence, et notamment sur le plan artistique, comme mode de sens et mode de compréhension d'une réalité sociale. C'était une petite introduction qui était peut-être un petit peu longue, mais qui me paraît absolument indispensable pour comprendre de quelle manière et en quoi le rock n'est pas simplement qu'un mouvement musical, et en quoi et pourquoi il mérite qu'on s'y intéresse, dès lors évidemment que l'on est prêt à quitter ses préjugés, ses idées reçues, et à faire preuve de cette curiosité que Descartes réclamait tant. La première partie de mon intervention, que je vais essayer de faire la plus ramassée possible, et j'espère que je ne serai pas trop tiraillé entre le désir de laisser mon improvisation et de me tenir au texte quand même, qui est assez rigoureux, et parce que l'ampleur du sujet l'exige. Je vais donc commencer par une remise en contexte, c'est-à-dire donc véritablement une contextualisation historique, puisque le mouvement auquel je m'intéresse aujourd'hui, évidemment, n'est pas né d'hier. Il est même né avant-hier, très précisément au milieu des années 60, bien qu'il ait une histoire qui le précède. Les spectacles, d'une manière générale, existent depuis très longtemps. Les premiers, peut-être même le premier, qui lui a donné ses lettres de noblesse du point de vue graphique, pictural, esthétique, c'est évidemment Toulouse-Lautrec. Entre lui et Alphonse Mucha, on peut considérer que les affiches, puisque c'est comme ça qu'on les appelle, les affiches censées annoncer des spectacles ont connu un véritable âge d'or. Il est peut-être même possible de dire que depuis, on n'a jamais connu une telle qualité artistique dans le travail proposé, dans la qualité d'exécution. Pour ce qui concerne spécifiquement le rock, les premières affiches sont apparues aux États-Unis dans les années 50. En fait, le terme technique qui qualifie l'exercice, c'est en anglais le boxing style. Tout simplement parce que ce sont les premières affiches qui ont été créées pour annoncer des matchs, des combats de boxe. Par facilité, et parce que souvent c'était les mêmes qui devaient traiter les mêmes demandes, ce boxing style s'est transformé, a été récupéré par le rock émergent, donc dès le milieu des années 50, comme on peut le voir ici, par vraiment ceux qui ont été les premiers à vulgariser et à donner des concerts. Donc, ce boxing style était assez sommaire graphiquement, pas très sophistiqué, assez proche de finalement ce qu'on pouvait trouver dans des magazines, dans les journaux d'information, en termes de mise en page, mais par contre qui essayait quand même de faire des efforts, c'est-à-dire d'introduire des aplats de couleurs, des photos, qui permettaient de vraiment bien identifier de quoi il était question. Parce qu'on peut aussi trouver, et on a pu trouver, et on continue à trouver aujourd'hui, des affiches qui se réduisent à leur plus simple expression, c'est-à-dire le texte, le lieu, le nom du spectacle, l'heure, et puis c'est tout. Donc là, c'était quand même un vrai progrès. Le vrai point de bascule, dans le cadre du graphisme, dans l'univers du rock, c'est-à-dire donc d'un outil qui s'est mis au service d'un champ musical nouveau, c'est le psychédélisme. Alors j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, le psychédélisme c'est d'abord un nom, c'est-à-dire des styles, des fleurs, des couleurs, mais c'est aussi un mouvement très important qui est né donc en Californie, qui s'est
qui s'est développé de façon concomitante en Angleterre et en Californie, mais la Californie est vraiment, et San Francisco en particulier, est vraiment le point de départ de tout le mouvement. Comme souvent, un mouvement comme ça qui apparaît totalement underground ne naît pas de nulle part. C'est-à-dire qu'il y avait tout un environnement qui était préalable, qui est de nature culturelle. D'abord, tout ce qui pouvait venir d'Europe en matière de littérature. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de poètes ont écrit sur un des éléments, qui est un des éléments fondateurs, et en tout cas qui permet vraiment de comprendre comment tout cela a émergé. Cet élément, ce sont les drogues. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les drogues, dans le milieu des années 60, et je pense en particulier à la mescaline et au LSD, personne, ou très peu, mais globalement très peu de personnes, avaient une connaissance exacte de ce que ça allait générer. Des effets de l'addiction, des effets dévastateurs que les drogues allaient produire sur le psychisme et sur le corps humain. Donc ça a été quelque chose qui a été extrêmement privilégié. Je rappelle simplement, pour mémoire, le fameux club des Hachichines, qui a été créé en 1845 par Moreau de Tours, et qui a vu passer d'illustres auteurs français, comme Théophile Gautier, comme Gérard de Nerval, comme Daumier, comme Baudelaire. Personne ne peut oublier les paradis artificiels de Baudelaire, comme Rimbaud, comme Mallarmé, et bien sûr, comme Henri Michaud, dont vous voyez un portrait ici. Je cite Michaud, en parlant de l'effet des drogues, « C'est un film étonnant qui parfois ralentit, s'immobilise, stoppe, me permettant de contempler une image aux couleurs magnifiques, jaune rarissime, sombre lac, vert flamboyant. » Un extrait également de La Croix de Berny de Théophile Gautier, qui nous dit « Je voyais la musique et j'entendais les couleurs. » C'est le type même de phrase qui montre qu'il y avait un certain nombre de préalables culturels que les Américains, évidemment, ont reçus de plein fouet, parce que les universités américaines étaient et sont très ouvertes, évidemment, sur les cultures venant d'ailleurs, notamment la culture française, et que la jeunesse, à cette époque-là, qui, rappelons-le, issue du baby-boom, était une jeunesse lettrée. C'était la première vague à vraiment suivre des études de façon massive. La plupart fréquentaient des universités. Donc, ils étaient immergés dans un bain culturel qui faisait que, un certain nombre de référents culturels étaient pour eux, faisaient partie de leur quotidien. À côté de ces références culturelles, il y avait les prosélytes maison, c'est-à-dire un certain nombre d'Américains qui faisaient corps avec leur époque et qui étaient littéralement des vendeurs ambulants d'expériences psychédéliques. Je pense à Timothy Leary, que vous voyez là, qui était professeur à Harvard, qui a écrit son fameux manifeste The Politics of Ecstasy en 1968, et qui a acquis une énorme notoriété à travers un certain nombre de séances qu'il organisait de dégustation collective de LSD. On imagine difficilement aujourd'hui la réalité d'alors. Pourtant, c'était la réalité d'alors. La prise de conscience de l'État américain n'avait pas encore été telle, puisqu'en fait, c'est très très rapidement derrière ces opérations-là que l'État a interdit l'usage des drogues. Mais en attendant, c'était tout à fait révélateur d'un contexte culturel. Je pense également à Aldous Huxley, dont vous voyez le portrait ici, à travers ses portes de la perception en 1954, ou encore à Ken Kesey, qui lui aussi a organisé ce qu'il appelait des Watts Acid Tests, qui était carrément un bus itinérant, aménagé, afin que tout le monde puisse profiter des bienfaits du LSD et voir en quoi cela permettait d'ouvrir les portes de la perception. À cela, il faut bien sûr ajouter la Beat Generation, et notamment des auteurs extrêmement célèbres comme Kerouac, comme Ginsberg, comme Beowulf, qui ont véritablement irradié des milieux culturels entiers de la jeunesse américaine et qui, comme par capillarité, ont vendu leur message de la possibilité et de l'exigence d'une vie qui serait alternative, qui ne serait pas la même que celle que la société globale, que celle de leurs parents, vivait.
Donc vous voyez bien, nous sommes dans un contexte culturel qui est là, qui est un peu le préalable, qui sont en même temps les conditions de possibilité de l'émergence du psychédélisme en tant que tel. Plus directement, le psychédélisme, le mot a été utilisé pour la première fois par un groupe psychédélique, dont vous voyez là la pochette, qui était le 13 Flow Elevators, qui a été suivi évidemment de beaucoup d'autres dans l'utilisation du terme. Je pense à des groupes mythiques des années 60, comme les Birds, les Charlatans, les Quicksilver, sans oublier du côté anglais, puisque je vous l'ai dit, comme toujours, nous en Europe, enfin plus particulièrement en France, et tout le reste de l'Europe, on a tendance à regarder les missiles passer d'un côté et de l'autre. On a très peu été acteurs de tout cela, ou en tout cas toujours avec 20 ou 25 ans de retard. Mais l'essentiel de ce qui se passait à cette époque-là se faisait aux États-Unis et en Grande-Bretagne, Londres et San Francisco. Donc Londres, avec évidemment toute la musique psychédélique du Floyd, là vous voyez la première pochette du Pink Floyd, évidemment avec la pochette de Sgt Pepper, qui est un petit peu la référence type de la musique psychédélique. Ce n'est pas faux, ne serait-ce que parce que Peter Blake, qui a fait la pochette, est un grand artiste psychédélique, mais surtout parce qu'en fait, les Beatles ont été les premiers musicalement à introduire des sonorités dites psychédéliques, et aussi à faire référence, avant tout le monde, à ce qui pourrait être une manière de voir le psychédélisme. La pochette de Robert Soule, que vous avez là sous les yeux, montre déjà cette espèce d'étirement, de déformation de l'image qui n'est évidemment possible que sous l'effet d'une drogue hallucinogène. Musicalement, il y a un album en particulier qui s'appelle Revolver, qui comporte un ou deux titres qui sont vraiment des archétypes, là vous avez la pochette, qui sont des archétypes de la musique psychédélique. Mais on peut vraiment dire que c'est à partir du moment où les concerts qui ont drainé un public énorme, qui se tenaient dans une salle qui est aujourd'hui absolument mythique, qui s'appelait le Fillmore, que vous voyez ici en image à l'époque, et qui a drainé beaucoup de groupes, et qui était un petit peu le lieu, la scène type, où tous les groupes psychédéliques jouaient. Évidemment, à côté du Fillmore, il y a eu d'autres scènes, je pense à l'Avalon Ballroom, qui était une autre salle de San Francisco, du Matrix, du Winterland, sans parler des grands festivals comme Monterey et Woodstock, qui ont été des célébrations collectives de la musique psychédélique, ni plus ni moins. Là, vous voyez une image de ce que pouvait être à l'époque la révolution des concerts, compte tenu du nombre invraisemblable de jeunes que cela drainait. Ce contexte socio-culturel et musical était important pour que nous puissions maintenant nous pencher un peu plus précisément sur ce qui est l'objet même, si ce n'est de mon intervention cet après-midi, en tout cas de l'histoire dans laquelle elle s'inscrit. Et je pense bien sûr aux affiches, ces lithographies qui étaient censées refléter l'univers musical des groupes. C'est là un point très important pour bien comprendre que rien, en tout cas peu de choses, se font au hasard. Les jeunes, les artistes, et quand je parle d'artistes, je parle spécifiquement, évidemment, des graphistes et des dessinateurs qui sont intervenus et qui ont créé toutes ces affiches. Le mot « artiste » dans ma bouche désigne exclusivement ces gens-là. Je ne parle pas ni des musiciens qui sont concernés et qui étaient les objets même de ces créations. Donc les artistes, la plupart du temps, avaient le même âge que tous ces groupes-là. Il faut se souvenir que la moyenne d'âge était 22-23 ans, donc ils faisaient tous preuve d'une maturité incroyable. Aujourd'hui, on se dit, mais 22-23 ans, des noms aussi célèbres et des répertoires aussi incroyables, c'était tout à fait stupéfiant. Mais dans tous les cas, donc, ils essayaient de refléter les univers. Les influences de tous ces premiers graphistes, on les connaît. C'est d'abord et principalement l'art nouveau. L'art nouveau européen, le Jugendstil en allemand, est vraiment une clé de compréhension de tout ce qui a pu être fait par la suite en termes d'affiches au niveau du Fillmore. Un certain nombre de noms comme Otto Ekman, Peter Behrens, qui étaient des papes de l'art nouveau, ont été des influences déterminantes pour
notamment 5 artistes sur lesquels je reviendrai et qui sont les 5 clés de voûte de tout le mouvement. Là, sur l'image que je vous montre, on peut voir de quelle manière la référence est tout à fait explicite dans la posture, dans les courbes. Tout ce qui est, là vous avez également de nouveau une affiche du Fillmore, où on voit au niveau des courbes, au niveau du style, au niveau même du lettrage, on est en plein Art Nouveau. Il y a des sujets qui ont été des sujets types. Là par exemple, j'ai sélectionné une image qui est donc une image d'un artiste qui s'appelait Will Bradley, en l'occurrence l'affiche s'appelle Modern Poster, qui date de 1895. La figure du Pan était une figure extrêmement utilisée pendant l'Art Nouveau, et c'est une figure que l'on va retrouver de façon récurrente dans les créations de tous les artistes des années 60. Ici par exemple, c'est une affiche de Wes Wilson, donc un des 5 grands artistes de l'époque, pour un groupe qui s'appelait les Byrds. Ici on voit de nouveau l'affiche avec le Pan, là ici créé par un autre artiste qui s'appelait Bonnie McLean, pour un groupe anglais qui s'appelait les Yardbirds. Donc là on reconnaît bien la figure du Pan. Troisième affiche pour un autre groupe qui s'appelle Electric Flag, celle-là créée par Jim Bashfield, mais qui montre bien que l'héritage de l'Art Nouveau aux États-Unis, il n'est pas que stylistique, il est aussi dans les thématiques, notamment dans les représentations féminines, et comme ici, à travers le Pan. Mais on peut voir ici qu'en fait, l'influence ne s'est pas arrêtée, parce que cette sérigraphie, qui est assez impressionnante, techniquement en tout cas, est une affiche qui date de 2005, qui a été créée par un artiste d'aujourd'hui, qui s'appelle Emek, et qui a été créée pour un groupe extrêmement connu aux États-Unis, qui s'appelle Queens of the Stone Age, qui a été créé à l'occasion d'une tournée. Mais on reconnaît bien la figure du Pan, alors évidemment qui est réinterprétée par Emek, puisqu'on voit bien que la tête du Pan n'est plus que l'ombre d'elle-même, puisqu'il s'agit tout simplement du crâne. C'est un moyen à la fois de réinvestir un patrimoine collectif et en même temps de l'actualiser. Une des caractéristiques de tous ces jeunes graphistes américains, c'est que vraiment ils puisaient à toutes les ressources, à tous les réservoirs qu'il était possible. On voit ici par exemple la récupération de l'imagerie populaire, c'est-à-dire la capacité à prendre des images existantes, en l'occurrence dans l'imagerie populaire, et de les recontextualiser, de les réutiliser dans un cadre autre. Vous avez sur la droite une photographie très connue de Gloria Swanson, qui était une vedette d'une musical, et qui a été reprise dans une affiche de Stanley Mouse de 1966, où on voit qu'il y a correspondance à peu près parfaite, sauf que voilà, c'est un moyen de réinvestir, de se référencer dans une histoire autre. Ici, une autre affiche qui a été créée par un artiste qui s'appelle Alton Kelly, dont je vous montrerai tout à l'heure la photo et quelques exemples, qui a été réalisée pour un groupe qui s'appelle Vanilla Fudge. Alors cette photo, pareil, c'est une photo absolument mythique aux États-Unis, puisqu'en fait elle est sortie la première fois en 1914 sous la forme d'une photogravure. Elle s'est vendue à des millions d'exemplaires petit à petit, sous toutes ses déclinaisons, parce que hormis les photogravures qui aujourd'hui sont recherchées et qui montent à des prix hallucinants aux enchères, elle a été rééditée je ne sais combien de fois en offset, de toutes les manières possibles. Alton Kelly, par exemple, a récupéré cette image sur la couverture d'une partition musicale. Elle illustrait une partition musicale, donc il était fasciné par l'image, il l'a reprise, il l'a recontextualisée, il l'a colorisée, et donc il s'en est servi. Là, on voit également de quelle manière l'imagerie publicitaire a été réinvestie. On voit la fameuse image de Job, qui a été réutilisée pour une affiche créée pour Big Brother, également une affiche de Stanley Mouse, donc en référence au papier à cigarette, Job. Bon, on imagine que là, la symbolique, elle va au-delà de l'image, parce que le papier à rouler était très très utilisé à cette époque-là. Mais dans tous les cas, ça montre une fois de plus la dimension référentielle par rapport à la culture européenne. Ici, autre référence, Zigzag, encore pour des papiers, où on voit donc la publicité d'origine sur la gauche et la réinterprétation sur la droite pour un concert à l'Avalon Ballroom. Et puis bien sûr les œuvres d'art en elles-mêmes, qui ont été utilisées de multiples fois. Là par exemple, j'ai pris cet exemple-là.
où on voit Michel-Ange mobilisé pour annoncer un concert de Big Brother, qui était donc le groupe de Janis Joplin. Tout ça pour vous dire que vraiment la culture européenne a été très 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 importante dans l'émergence de tout le mouvement psychédélique sur un plan graphique. Et puis bien sûr, il y a l'op art, c'est-à-dire l'art cinétique, où l'usage des couleurs, c'est-à-dire le choix de confronter des couleurs opposées, souvent des couleurs fondamentales, créer une espèce comme ça de jeu sur la vision qui donne un effet de mouvement, c'est quelque chose qui a été très très utilisé. Il faut se souvenir quand même que il y a une exposition qui s'appelait, je cite pour ne pas dire de bêtises, Responsive Eye en 1965, qui a été faite au MoMA de New York, qui a circulé sur tout le territoire américain et qui présentait l'op art. L'op art, donc je rappelle, qui est un mode de l'art cinétique et qui a eu un succès colossal. Tous les artistes qui ont travaillé sur la scène psychédélique ont vu cette exposition. Donc il ne faut pas s'étonner que derrière, il y ait des juxtapositions de couleurs qui se retrouvent. Là, elles sont un petit peu passées parce que le temps et la source des images n'est pas toujours idéale, mais on retrouve bien comme ça des confrontations d'aplats de couleurs qui permettent de se référer à l'op art. Ici, vous voyez par exemple la confrontation du bleu et du rouge est directement issue de l'art cinétique. Autre élément très important, le lettrage. Vous avez pu le constater sur la plupart des lithographies que je vous ai présentées. Il y a un véritable travail sur l'art de la lettre. En cela, ils ne sont pas les premiers. Le Moyen-Âge, avec les enluminures, avait déjà montré l'exemple. Également, toute l'école expressionniste, qui a beaucoup travaillé l'art de la lettre. Je pense à Alfred Droller en particulier, et notamment le courant de la sécession. Il y a eu quasiment des emprunts tels quels. Là, on voit bien que le lettrage vient directement de la sécession. Mais ce qui a caractérisé le lettrage psychédélique, c'est une véritable volonté, une stratégie d'illisibilité. Alors, ça peut paraître tout à fait étonnant, puisque normalement, ces affiches avaient pour fonction de convaincre le chaland, le passant, de venir voir un concert. Donc ça peut paraître à notre époque pour le moins contradictoire de créer des affiches qui sont strictement illisibles et donc de ne pas permettre la compréhension du message. En fait, vous l'imaginez bien, c'est un parti pris esthétique. C'est une manière, et en tout cas c'est très révélateur de ce que pouvait être le climat à cette époque-là, c'est-à-dire un désir affirmé de transformer le regard des gens, de ne pas s'adresser à eux en tant que consommateurs, c'est-à-dire de ne pas montrer des affiches qui ne seraient que des affiches, mais de transformer le regard des gens pour essayer de les solliciter en tant que spectateurs. Donc la dimension esthétique, graphique, artistique, primée sur toute autre considération. Là, on voit quelques exemples de correspondance de lettrage avec le mouvement de la sécession. Ça, ce sont des extraits de livres qui datent du mouvement viennois. On peut voir la correspondance là sur les affiches psychédéliques, en particulier celle de la droite, qui reprend donc une typographie. Et vous conviendrez qu'en termes de lisibilité, ce n'est pas exactement ce qui permet de comprendre tout de suite de quoi il est question. Mais là aussi, il y a une volonté, je dirais, communautaire. Ce sont des jeunes qui s'adressent à ces jeunes. Ce sont des alternatives qui s'adressent à d'autres jeunes qui veulent essayer de vivre autre chose différemment, qui ne sont pas en rupture de société, parce qu'évidemment, ils sont tous une famille. La plupart du temps, aux États-Unis, à cette époque-là, c'est le plein boom économique. Il n'y a pas de problème matériel, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de violence. Mais c'est un désir utopique d'essayer de créer un autre monde, pour le coup.
Parce qu'à l'époque, il était encore possible d'imaginer que cela était concevable. On voit ici, par exemple, la manière dont l'exigence de traduire la musique peut s'exercer. Elle est toute en volute, toute en fumée. Il s'agit d'essayer de montrer de quelle manière la musique la musique psychédélique, qui est un récepteur, un capteur et un amplificateur de perception déformée. À chaque fois qu'une lettre est déformée, c'est parce que la perception de cette lettre est déformée. Et si évidemment on perçoit un texte et un lettrage de façon déformée, c'est parce que soi-même, on n'est pas d'une lucidité absolue. On est sous l'emprise de tout ce qu'il faut. Ici, par exemple, une autre manière de voir en quoi le lettrage peut être traité, peut être intégré à l'image. En quoi le lettrage est, pour lui-même et par lui-même, image. Enfin, vous voyez, la stratégie d'illisibilité fonctionne à plein. Hein, parce qu'il faut au minimum quelques minutes pour arriver à déchiffrer vraiment de quoi il est question. Là, sur ça-là, on voit à la fois le mélange de l'art nouveau, du lettrage. J'en profite pour vous montrer quelques exemples parce que ce sont des affiches qui aujourd'hui sont extrêmement recherchées. Le musée du Louvre a une collection. Il y a eu une exposition en 2005 à ce qu'on appelle le musée de la publicité, histoire de bien montrer que nous ne sommes pas dans le champ des beaux-arts, vous l'avez compris, qui a donc qui a fait une petite rétrospective de ces affiches qui sont absolument sublimes parce que les couleurs par elles-mêmes parlent. Le travail qui est effectué sur chacune d'entre elles montre en quoi nous sommes très loin de ce que certains veulent nous faire croire, c'est-à-dire que c'est de la publicité, que c'est du graphisme simple. Ici, une photo d'époque, parce qu'il faut montrer les gens tels qu'ils étaient à cette époque-là. Vous avez donc les 5 plus célèbres artistes de cette époque psychédélique. Dans l'ordre, il y a Stanley Miller, dit Stanley Mouse sur la droite, Viscor Moscoso, juste à côté de lui, Rick Griffin, probablement le plus mythique parce qu'il s'est tué dans un accident de moto, Alton Kelly, et enfin Wes Wilson. C'est la seule photo qui existe de cette époque-là où on les voit les 5 ensemble, puisqu'en fait ils travaillaient pour le même client, si je puis dire, pour la même scène, mais ils travaillaient de façon séparée, bien sûr. Donc là, plus précisément, une photo de Stanley Miller. On va prendre juste quelques minutes quand même pour les voir, parce que tout cela, ce sont eux qui l'ont créé, qui l'ont mis en place. Alors évidemment, ils ne sont pas aussi célèbres que Jimi Hendrix, dont vous voyez sans doute l'affiche la plus célèbre, qui s'appelle le Flying Eyeball, qui, quand il y en a une, et je veux dire une originale, parce qu'il y a eu quelques retirages derrière, évidemment, mais un tirage original de cette affiche atteint des sommets. Parce qu'il y en a très très peu qui sont restés en plus en état de conservation. Donc Rick Griffin là, pour une affiche d'Hendrix, Victor Moscoso, pour bien voir en quoi également les aplats de couleurs, hein, le traitement un peu arcinétique peut jouer. Alton Kelly, à gauche sur un flyer avec Stanley Mouse, une de ses affiches. Et Wes Wilson, qui est probablement le père géniteur de la scène, qui a été vraiment le plus influencé par l'Art Nouveau, mais qui ne se contentait pas de reprendre des codes qui, dans un certain nombre de cas, essayaient quand même de réinsuffler une singularité, une spécificité. Bon, à cela, il faut en ajouter quand même quelques-uns qui ont été très importants, d'autant qu'ils sont quasiment tous vivants. À part Rick Griffin, qui s'est tué dans un accident, comme je vous l'ai dit, tous, ou presque, non, tous sont vivants. David Singer, qu'on va voir après, est très malade, mais ils sont tous vivants, donc ça prouve donc qu'il est possible de survivre au psychédélisme et à ses excès. Donc Gary Grimshaw ici, 2 affiches de Lee Conklin. Celle de gauche est très célèbre parce qu'elle a servi pour le premier album de Santana, pour ceux qui connaissent, qui est quand même un artiste un peu connu. Hein. Bon. David Singer,
qui a travaillé pour des très grands groupes, notamment les Rolling Stones. Bonnie McLean, là aussi on voit vraiment les influences. Randy Totten, avec une affiche pour les Doors. Jim Blashfield, pardon, avec donc une affiche pour un groupe anglais qui s'appelait Cream, avec le célébrissime Eric Clapton, s'il y en a qui le connaissent. Et je n'oublie pas, comme je vous l'ai dit, Peter Blake, qui a quand même eu une influence très très importante, et Martin Sharp, autre artiste anglais, qui a fait beaucoup de couvertures pour un magazine alternatif qui s'appelait Oz, où là on voit une interprétation très célèbre de Dylan. Donc, on voit bien que tous ces garçons s'inscrivaient vraiment dans leur époque. C'était un mode de contestation de la normalité, c'était un mode de contestation sociale. À ce titre, toutes ces lithographies doivent être regardées, évidemment, pour la symbolique en référence au groupe, évidemment, pour leur qualité plastique, dont je crois honnêtement qu'il est difficile de contester les réalités, mais aussi pour leur signification culturelle et sociale. Le mouvement, en fait, n'a duré que peu de temps. On peut dire que le cœur du mouvement, c'est entre 66 et début 69, fin 68. Tous ces artistes vont continuer à travailler pendant toutes les années 70, mais il va y avoir un coup d'arrêt terrible au mouvement, qui est la fermeture des salles du Fillmore, tout simplement. Bill Graham, qui était le ponte de ces salles, a décidé de les fermer, parce qu'il a tout de suite compris qu'une salle a la capacité limitée malgré tout, parce qu'il faut quand même se souvenir que personne ne pouvait imaginer, à l'époque, en tout cas avant Monterey et Woodstock, que le rock était fait pour durer. Personne n'imaginait qu'il y aurait plus de 50 personnes pour assister à un concert. Donc personne n'imaginait que ce seraient des dizaines, des centaines de milliers de personnes qui se déplaceraient pour assister à un concert. Donc Bill Graham s'est aperçu très vite que les salles de Fillmore étaient trop petites, qu'elles ne lui permettraient pas de gagner autant d'argent qu'il souhaitait en gagner malgré tout. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que beaucoup de ces groupes jouaient pour 3 fois rien. Quant aux artistes, je n'en parle même pas. Ils ont tous eu pas mal d'acrimonie vis-à-vis de Bill Graham, qui les a quasiment exploités. Mais c'est l'éternelle question, ils vivaient pour leur art avant tout. Et cela, on peut penser que si ça n'a pas de prix, ça a malgré tout un coût. Ils ont pu le constater depuis lors. Donc, la scène a perdu vraiment de sa lisibilité. Le mouvement psychédélique s'est effondré sur lui-même. 69 est une date clé, puisque 69 c'est l'interdiction des drogues, c'est le concert des Rolling Stones à Altamont, où il y a eu un mort, c'est la fin des illusions de tout le mouvement hippie, qui l'avait précédé. Je pense aux Diggers en particulier, les Diggers hollandais, qui étaient le noyau dur de Ashbury, qui était un quartier clé à San Francisco, mais donc le mouvement s'est effondré sur lui-même. Il n'a pas disparu. Au Texas, il a réapparu au milieu des années 70, il y a une salle comme l'Armadillo, dont je vous montre une photo là, avec quelques artistes qui ont émergé et qui reprenaient un petit peu le flambeau, c'est-à-dire comment est-il possible d'être associé à une scène, de participer artistiquement, créativement à de nouveaux groupes. Donc il y a de nouveaux groupes qui sont sortis, comme Gijuk, que vous voyez là, mais ça a été très très bref. Le vrai redémarrage du mouvement graphique, du mouvement artistique lié à l'univers du rock, c'est le punk. Alors, peut-être que pour beaucoup, le punk, ça ne dit pas grand-chose. Peut-être que pour d'autres, ça dit beaucoup de choses. Mais une chose est certaine, c'est que le punk a été un coup de balai monumental à tous les niveaux, musicalement. Et on ne peut pas ne pas penser aux Ramones, qui a été le premier groupe punk référencé comme tel, émergé en 1975 à New York. On est obligé de penser au magazine Punk Magazine, qui a été le premier à instaurer des valeurs et un graphisme, c'est-à-dire une signature. De la même manière que les artistes du psychédélisme avaient imposé un style pour accompagner le mouvement graphique, le magazine Punk, créé par John Alstom et Lex McNeil, va imposer un certain nombre de codes graphiques qui vont déterminer
tout ce qui va se passer derrière. Avec donc ce numéro 1, qui date de janvier 1975, avec un dessin de Lou Reed. Évidemment, il y a Jamie Wade, le créateur de la célébrissime pochette des Sex Pistols, Nevermind the Bollocks, qui lui aussi va avoir une influence déterminante. Gary Panter, qui est un collaborateur d'un magazine punk, Slash, à Los Angeles à partir de 1978. Sean Kerry et surtout Raymond Petitbonne, qui a créé beaucoup de pochettes pour un groupe qui s'appelle Black Flag, qui était le groupe de Henry Rollins. Je fais des petites précisions quand même pour ceux qui connaissent un peu le mouvement, qui aujourd'hui est un artiste reconnu, qui vend dans des galeries d'art contemporain, qui s'est spécialisé dans ce mélange qui a toujours été le sien, à savoir ce qu'on peut appeler un graphisme, parce qu'il travaille beaucoup sur le noir et blanc, beaucoup de dessins, et de l'écriture de texte, c'est-à-dire des commentaires qu'il faisait sur ce qu'il pensait, sur ce qu'il vivait à ce moment-là. Alors derrière, évidemment, il va y avoir beaucoup d'artistes qui vont suivre le mouvement. Rapidement, je cite, même si les noms ne vous disent rien, Art Chantry, qui sera directeur artistique d'un magazine qui s'appelle Rocket, Jeff Karen Smith, Lyman Hardy, et le magazine alternatif Sub Pop. Il y a un outil technique qui est central pour comprendre l'évolution du mouvement graphique autour du rock et pour comprendre ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est le Xerox, la machine à photocopier Xerox. Tous ces flyers dont vous voyez là un exemple, ici encore, étaient tirés à la photocopie. Pourquoi? Le punk est un mouvement qui est né de nulle part, qui voulait réinvestir des valeurs, celles que le rock initial des années 50 avait connues, des valeurs de rébellion, des valeurs de simplicité, d'énergie, une posture esthétique. Donc, il fallait tout construire. Il n'y avait pas de club, il n'y avait pas de label, il n'y avait pas de magazine, il n'y avait pas de médias. Ils ont dû partir de rien. Donc, toutes les bonnes volontés étaient requises. Ce qui fait qu'il a fallu mobiliser ce qui coûtait le moins cher. Or, ce qui coûtait le moins cher, c'était le Xerox. C'est qui a permis une diffusion massive des flyers, mais qui en même temps a généré un code artistique, un code stylistique. Le Xerox était déjà utilisé dans un mouvement qui s'appelle le copy art, qui existait aux États-Unis, c'est-à-dire qui visait à utiliser un outil de diffusion massive pour créer une confusion dans la notion d'œuvre, puisque une œuvre était créée avec un Xerox. Il y avait une espèce de conflit interne entre ce qui est censé définir l'œuvre par son unicité, par des matériaux nobles, et le support du photocopieur, qui était vraiment le minimum en termes d'exécution graphique. Derrière le Xerox, il y a la sérigraphie. Je ne rentre pas dans les détails, dans les articulations, bien sûr, parce que sinon nous y serions encore ce soir à minuit, mais la sérigraphie est un moment déterminant. La sérigraphie est une technique extraordinaire, qui est totalement déconsidérée en France. On se demande pourquoi, en tout cas je me demande pourquoi, les écoles d'art, les formations, que ce soit au lycée et ailleurs, ne permettent pas à des étudiants de travailler la sérigraphie. La sérigraphie est une technique qui est d'abord une condition d'autonomie artistique et qui est aussi une condition d'autonomie financière, parce qu'un artiste, quelle que soit la manière dont il pratique son art, avec la sérigraphie, il a le moyen de réaliser et de vendre, c'est-à-dire d'essayer de vivre de ce qu'il fait. Le problème, c'est qu'en France, particulièrement, qui est le pays des beaux-arts, où nous subissons le poids écrasant de l'histoire, la sérigraphie est soit reçue, perçue comme un mode industriel, vous savez ce qu'on fait sur les t-shirts par exemple, soit de manière publicitaire. Dans tous les cas, c'est connoté extrêmement péjorativement. Il faut se souvenir que la sérigraphie, ça a été un outil déterminant en 68. Ça, par contre, j'imagine que ça évoque un certain nombre de souvenirs. Et je pense à l'Atelier des Beaux-Arts, dont vous voyez quelques affiches ici, qui a été vraiment un point de croisement de toute la contestation et de toutes les affiches qu'ils ont accompagnées. Je pense à Bazooka, qui est un collectif du milieu des années 70, qui a été très important pour la scène française, qui a fait des premières du journal Libération, à un moment où Libération avait encore envie d'être un peu différent des autres. Donc il ne faut peut-être pas trop non plus s'étonner que Libération soit dans la situation dans laquelle il est. Parce qu'il fut un temps où il avait envie de regarder ailleurs.
Aujourd'hui, ce sont des artistes solos, marginaux, comme Pierre Lapolice, comme Le Dernier Cri, ou des artistes qui habillent des expositions, par exemple au Palais de Tokyo, je pense à M&M, en l'occurrence Michael Amzalag et Mathias Augustignac, qui travaillent la sérigraphie pour habiller des expositions d'art contemporain. Mais la grande force de la sérigraphie, et je vais vous montrer quelques exemples rapidement, bien que je vous incite, si ce n'est déjà fait, en tout cas je vous invite, à aller voir un certain nombre de sérigraphies que je montre à la maison d'étudiants ou à la bibliothèque, et je remercie au passage la maison d'étudiants et la bibliothèque de me le permettre, parce que parler d'objets sans les voir, vous conviendrez qu'il y aurait quand même un manque. Donc, voir une sérigraphie, ça ne se remplace pas. La variété, la qualité technique, le rendu des couleurs est assez étonnant. Mais la grande force de la sérigraphie, c'est qu'elle peut s'adapter à des matériaux très différents et produire des effets très différents. Ici, par exemple, ce sont des encres fluorescentes. C'est-à-dire que en plein jour, on voit le modèle de gauche, et dans le noir absolu, on voit le modèle de droite. D'accord ? Elle peut être utilisée sur de la résine. Celle de gauche, par exemple, c'est une affiche. Alors, nous verrons tout à l'heure que le terme est décidément totalement impuissant à dire de quoi il retourne. C'est de la résine, qui sont faites à l'unité. L'artiste, qui s'appelle Emec, que l'on voit allongé, est en train de surveiller le séchage. Ce sont des encres dorées qui sont utilisées ici. Ici, la sérigraphie est utilisée en complément, celle-ci est exposée à la maison d'étudiants, en complément d'une découpe au laser. Le cœur est découpé au laser, on le voit de près, hein, on voit, il est évidé, et derrière il y a un papier miroir qui crée un effet de profondeur. Sur du plastique, là c'est pour annoncer un concert du groupe Sonic Youth. Un plastique tout à fait ordinaire. Là c'est sur du métal, une plaque de métal fine, pour annoncer un concert d'un groupe hyper contemporain qui s'appelle Tool, en l'occurrence créé par un artiste qui s'appelle German Rogers, ou en réutilisant des objets manufacturés. Là, le groupe s'appelle Modest Mouse. Bon, Mouse, on sait ce que c'est. Ils ont trouvé sympa d'annoncer le concert en prenant des petites tapettes à souris. Ça montre simplement qu'ils ne s'interdisent rien, que tout est possible, que tout est mobilisable pour faire acte de création. Celle-ci aussi est exposée à la maison d'étudiants. C'est une sérigraphie qui est sur un papier holographique. C'est-à-dire que la lumière, en fonction du positionnement de la lumière, les effets de couleur se déplacent. Et donc accentue l'effet vertigineux de la cascade avec le petit personnage en bas qui permet d'avoir un point de correspondance. Un mot, la sérigraphie, c'est une technique, bon, je ne vais pas m'étendre, c'est une technique à la main. C'est-à-dire qu'à chaque couleur, c'est un passage. Il y a une feuille de papier, il y a des écrans qui sont faits de telle ou telle manière. Avec une raclette, l'artiste tire, c'est une couleur. Il y a autant de passages à la main que de couleurs. Et il y a autant de passages que d'exemplaires tirés. Donc on imagine ce que ça peut représenter comme somme de travail. Hein. Dans cette histoire de la sérigraphie, il y a comme toujours des noms plus ou moins importants. Kozik, Frank Kozik, qui est né en 62, est le père spirituel de toute la scène contemporaine. C'est-à-dire que tout ce que je vous montre, là, tous ces exemples, ce sont des exemples d'aujourd'hui. C'est une scène qui existe aujourd'hui, qui s'inscrit dans une tradition, comme j'essaie de vous le montrer très rapidement, mais qui existe pour elle-même aujourd'hui. Frank Kozik est donc celui qui a réintroduit la sérigraphie. Deux mots de sa biographie. Sa mère est espagnole, son père était américain, militaire américain. Il est parti s'installer aux États-Unis avec sa mère en 1976. Il a reçu de plein fouet le mouvement punk. Il a fait un petit séjour dans l'armée avant. Il en reste d'ailleurs des restes. Parce que dans tout ce qu'il a pu faire par la suite, le militaria, c'est-à-dire tout ce qui relève du militaire, est très, 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 très présent. Mais c'est lui qui a réintroduit la sérigraphie. C'est-à-dire, il s'est dit un jour, j'en ai marre de travailler en noir et blanc, pourquoi pas la sérigraphie? Il a trouvé des gens qui étaient d'accord. Voilà, ça ce sont des exemples de ce qu'il pouvait faire avant la sérigraphie. Hein, ça date de la fin des années 80, où il est encore dans la perspective du punk, avec un traitement noir et blanc. Tout est fait à la main, bien sûr, avec parfois une couleur.
Mais la sérigraphie va lui permettre de faire exploser les couleurs. Une affiche comme celle-là, c'est un passage en 3 couleurs, avec des étoiles dorées, avec un rouge extrêmement pétant, et qui montre de quelle manière est-ce que la couleur peut véritablement modifier le regard et la perception, sans parler des formats. Franck Kozik aujourd'hui, qui est à l'image de toute la scène, c'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont dans le système, et pleinement dans le système, c'est-à-dire qu'ils ont un sens. On est aux États-Unis, le business, ils savent ce que c'est, travailler, ils savent ce que c'est. Tous travaillent en moyenne 15, 16, 17 heures par jour. La plupart travaillent le jour et travaillent la nuit. La plupart travaillent le jour, soit dans des imprimeries, dans des cabinets de graphistes, dans des studios de design, et la nuit, ils créent des affiches, parce que peu arrivent à en vivre. Il y a quelques noms. Ça grossit. C'est une scène qui est en pleine explosion aux États-Unis, donc la demande est de plus en plus forte. Mais financièrement, il faut se battre. Quoi qu'il en soit, Kozik est vraiment quelqu'un de très important. Je vous montre le premier flyer qu'il a créé, qui est on va dire une réinterprétation de la nativité. On peut imaginer de quelle manière ça peut être reçu sur les campus universitaires. Et en tout cas, ce sont des choses comme ça qui créent les mythes. Mais Kozik est un anarchiste absolu. C'est pas un hasard si c'est lui qui est à l'origine de tout cela. C'est un personnage hors du commun. Un homme d'affaires. Un homme d'affaires impitoyable, mais qui est totalement anarchiste. Ce qui peut paraître étrange, mais ça, c'est le résultat quand même de ce que les États-Unis peuvent produire. D'autres exemples, puisque parmi les thèmes qu'il a constamment mobilisés à partir du moment où il a commencé à créer des affiches, il y a la mort, il y a la religion, la souffrance. Tout est fait à la main, évidemment. Là, on est encore à l'époque de l'offset. Il a repris aussi, il mélangeait des images d'origine, c'est souvent très violent. Mais le punk était une musique très violente. Dans la forme, dans les mots, dans les postures. Ça a été... Beaucoup ont cru que c'était une éthique de vie. Et ça l'a été pour quelques-uns. Mais ça a surtout été une éthique de mort. Parce que très peu, parmi tous les artistes, et notamment les groupes, ont survécu. Pas simplement pour des questions matérielles, d'arriver à vivre de leur art, pour des questions d'héroïne notamment, puisque les drogues, dans le prolongement du psychédélisme, sauf qu'elles se sont durcies. On est passé du LSD, qui était une drogue hallucinogène, à l'héroïne, à la cocaïne et au crack, qui ont fait des dégâts vertigineux dans le mouvement punk. Avec Franck Kozik, il y a un certain nombre d'artistes qui travaillent aujourd'hui, qui ont une activité incroyablement importante. Lindsay Kuhn a été le premier sérigraphe de métier avec lequel Franck Kozik a travaillé. Ensemble, ils ont fait une centaine d'affiches qui sont toutes aussi extraordinaires les unes que les autres, où les couleurs sont incroyablement variées. Un exemple, 2 figures récurrentes dans le travail de Franck Kozik, les 2 figures caractéristiques du mal aux États-Unis. Hitler et Charles Manson, ce sont vraiment des images iconiques au sens strict du terme, que l'on retrouve en permanence. Kozik les a déclinées. Là, par exemple, c'est dans une espèce de pastiche Art Nouveau, où on retrouve la figure d'Hitler et la figure de Charles Manson pour un double concert d'un groupe punk qui s'appelait les T-Hypnotics. Un travail sur la religion, on peut le voir sur la gauche, avec une affiche pour les Melvins. Il ne faut surtout pas croire que leur but, c'est de choquer a priori. C'est simplement qu'ils ne veulent rien s'interdire. Et cela, en tout cas pour moi, c'est quelque chose de très important, parce qu'on vit aujourd'hui dans une société où l'autocensure est permanente, où la censure est constante. Donc, quand j'ai l'impression d'avoir affaire à des gens qui m'ouvrent un petit peu l'espace, qui ne s'interdisent rien, quitte à être traités de tous les noms, mais bon, c'est rafraîchissant, même si parfois les sujets sont limites. Franck Kozik est un artiste complet qui aujourd'hui vit royalement en tant que designer, puisqu'il crée ce qu'on appelle des urban toys, qui sont des jouets de collection
à destination du marché asiatique notamment, qui sont des jouets créés en série limitée et dans des configurations multiples et variées. Donc il crée énormément. Je vais passer en revue quelques artistes pour que vous puissiez voir un peu des orientations stylistiques, des partis pris esthétiques, et quand même avoir très brièvement, j'espère que ce ne sera pas trop long, mais ça me paraît important pour que vous puissiez mettre des visages et comprendre un petit peu de qui sont les hommes derrière ces sérigraphies. Ici, nous avons Coupe, qui est un des premiers à être intervenu, qui est obsédé par les pin-up, qui plus est quand ces pin-up ont des avantages en nature. Il faut savoir que son modèle de référence, c'est sa femme, qu'on voit sur la droite, et qu'il replace systématiquement dans toutes les configurations possibles. Là, en religieuse. Art Chantry, qui est un des premiers, qui est originaire de Seattle, qui lui est beaucoup plus, si je puis dire, graphique, dans le sens patrimonial du terme, qui travaille énormément le collage. Taz, qui était un collectif, qui pouvait faire des choses extrêmement dessinées comme des comics, ou faire des choses très très épurées, très conceptuelles, dirions-nous, comme ici, avec cette chaise. Derek Hess, un des plus importants, très influencé par l'expressionnisme allemand, qui a fait beaucoup de sérigraphie, qui maintenant a arrêté de créer des affiches de concerts pour s'orienter lui aussi vers l'art contemporain, c'est-à-dire qu'il fait des expos, où il continue à travailler la sérigraphie, mais avec des projets qui sont plus personnels. L'affiche qu'on voit par exemple ici, qui est pour un des groupes les plus importants des années 90, NIN, le groupe de Train 13 Nord, il y a une série de 3 où il décline de quelle manière il est possible de concevoir la douleur. Mark Kaminsky, qui est aussi un des personnages les plus importants, qui a créé des centaines de sérigraphies, qui a été de très nombreuses fois primé, qui est aussi un personnage tout à fait incroyable. Lindsay Kuhn, que nous avons vu tout à l'heure, qui lui s'est fait une spécialité d'utiliser des couleurs fluo, des couleurs extrêmement violentes. Alan Forbes, qui est un grand dessinateur. Emek, le plus coté de toute la scène contemporaine. L'affiche est exposée, celle-ci est exposée à la bibliothèque universitaire. Lui aussi très. Là, si vous voulez, c'est assez intéressant parce qu'il y a un effet. Il veut faire comme si c'était un bois sculpté. Donc, il plonge son influence dans ce qui pouvait se pratiquer en Allemagne dans les années 30. Donc, graphiquement, stylistiquement, on a l'impression que c'est comme si c'était un bois sculpté, mais ce n'est pas un bois sculpté, évidemment. Bien que la technique s'en rapproche. Mais c'est l'effet. German Rogers, aussi un des plus cotés, qui lui multiplie les collaborations et passe vraiment d'un style à un autre. Montrer une seule sérigraphie, c'est enfermé, mais bon, je ne peux pas passer en revue tout. Justin Hampton, qui lui est très influencé par les comics américains, qui fait beaucoup lui-même de comics. Une de ses affiches est à la maison d'étudiants, enfin une de ses sérigraphies. Jeff Clan-Smith, qui est un des historiques, qui est le directeur artistique du label Sub Pop, qui montre de quelle manière il est possible de réinterpréter les éruptions. Je vous laisse imaginer en France une affiche qui présenterait ce genre de parti pris. Quand on sait qu'une affiche publicitaire pour une marque de luxe qui faisait une espèce de réinterprétation de la scène, s'est vue interdire immédiatement parce qu'il y a toute une série de ligues morales qui se sont indignées, on mesure quand même quel est notre espace de liberté. Ce qu'il est encore possible de faire aujourd'hui. Eux, et je suis désolé, je me répète, mais ils ne s'interdisent rien. La question n'est pas de savoir, évidemment, si c'est de bon goût ou de mauvais goût. Nous l'avons bien compris. Le jour où on commence à porter des jugements moraux sur ce qui se fait dans le monde de l'art, c'est terminé. C'est pour ça qu'il n'y a aucun sens à essayer de savoir si Heidegger était nazi ou pas. C'est important pour la connaissance. C'est important pour savoir si d'une manière ou d'une autre, ça la joue sur son œuvre. Mais ça n'a aucune importance de savoir si Céline était antisémite. Il ne faut pas mélanger des jugements moraux, en tout cas c'est mon credo, et nous sommes quelques-uns à le penser, aux productions de l'ordre des créations de l'esprit. Drowning Greek, parmi les plus anciens aussi. Vous voyez qu'on a vraiment des styles très très différents. Voodoo Catbox, dans une réinterprétation du cri de Munch. Firehouse, qui est un collectif, qui là, je vous ai montré une affiche avec Bush,
Alors inutile de vous dire que Bush est la tête de turc absolue d'un certain nombre de tous ces artistes. On comprend pourquoi, mais il faut dire qu'il est mis à toutes les sauces. Il y en a une que j'ai présentée à la maison d'étudiants, où on voit Bush en chef de horde barbare, avec Dick Cheney sur sa gauche, et ça manque pas de sel. Aesthetic Apparatus, qui est un duo d'illuminés, qui eux sont des conceptuels purs. C'est-à-dire que la plupart de ces affiches, certes, sont constituées d'images, mais en aucun cas on peut parler de figuration en tant que telle. Ce sont vraiment des conceptuels. Leia Bell, une des rares femmes, alors elle a un parti pris esthétique assez particulier, c'est-à-dire qu'elle ne travaille qu'à partir de photographies qu'elle a faites. Elle réinterprète ses propres photographies, c'est-à-dire qu'elle ne travaille qu'en 2 dimensions. Pour l'anecdote, elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle dessine, elle monte à l'ordinateur, elle fait la sélection des couleurs et elle tire elle-même ses sérigraphies. En général, elle intervient quand elle couche ses enfants pour la sieste et dès qu'ils se réveillent, elle arrête. Ce qui fait que le nombre de tirages de sérigraphie est déterminé par la durée des siestes de ces bébés. Ça veut dire qu'il est possible de tout faire, même et surtout quand on est une femme qui va avoir des enfants. Tara McPherson, qui a un look un peu gothique, mais qui fait des choses très gothiques, une des plus recherchées. Les Methane Studios, qui sont dans un autre registre. Ames Brothers, alors un mot, Ames Brothers, c'est un tandem qui travaille prioritairement pour un énorme groupe américain qui s'appelle Pearl Jam, qui est un groupe qui ne cesse pas de tourner aux États-Unis et qui saisit chaque concert pour les transformer en manifeste anti-Bush. Donc il y a une espèce de règle qui prévaut dans la création. Plus vous ridiculiserez Bush dans les affiches qui annoncent nos concerts, plus on sera content. Ça, c'est une des dernières, où on voit Bush avec l'air niais que tout le monde lui connaît, et qui en fait est un clin d'œil à un personnage très connu aux États-Unis, et qui était sorti sur un numéro de Mad, qui est un personnage déjà connu. Hein. Mais donc là, Hans Brothers a réinterprété Bush pour mieux le ridiculiser. C'est une affiche qui a été créée pour la tournée européenne, hein, en l'occurrence pour des dates françaises et suisses. Print Mafia, dont je montre également une sérigraphie à la maison d'étudiants, qui là, en 2 mots, a repris une image d'un film hyper connu, qui est Le Magicien d'Oz, dans ce que l'image avait de plus, dans ce qu'elle incarnait de plus pur, c'est-à-dire Judy Garland avec son petit panier et sa petite robe chantilly, pour mieux la profaner. C'est-à-dire qu'ils l'ont complètement renversée. Ils ont fait un travail graphique qui vise à correspondre à l'univers du groupe. Motorcycle, qui lui fait un travail extrêmement fouillé. L'appareil, il faut voir en vrai, parce que les formats et le nombre de couleurs, c'est 6-7 couleurs. Scrojo, qui lui aussi aime bien réinterpréter l'histoire de l'art. On peut lire Picasso sur la gauche, L'homme à la guitare. Jared Connor, qui lui est plutôt sur le registre des gravures à la Dürer, c'est-à-dire qu'il travaille exclusivement sur des papiers noirs avec des encres argent. Jay Ryan de Bird Machine, qui est vraiment un des plus importants, et qui a pour constante, c'est-à-dire que les personnages qu'il mobilise sont tout le temps des personnages en mouvement. Ce sont des spécificités stylistiques. Dan Greschka, qui fait quelque chose de très épuré. Où là, vous voyez de quelle manière le nom du groupe est mis en scène. Todd Slater, celle dont je parlais tout à l'heure, savoir sur des papiers holographiques. Et enfin, le petit français de service, Bangou, qui vit et travaille à Berlin, qui a essayé de travailler à Bordeaux, qui est resté 2 ans, qui est reparti dégoûté. Il est donc allé s'installer avec sa copine qui est suédoise à Berlin, où ils ont leur atelier, ils vendent dans le monde entier, ils font des sérigraphies, ils font des livres sérigraphiés, ce qu'on appelle des livres d'art.
Et il fait un certain nombre d'affiches. J'en ai montré 2 à la maison d'étudiants, qui ne sont peut-être pas montrées à tout le monde, puisqu'il travaille parfois avec un dessinateur français, totalement underground, qui s'appelle Antoine Bernard, qui est un dessinateur, on va dire, obsédé par le Japon et par toutes les pratiques sexuelles alternatives. Et surtout celles qui débordent le plus loin possible. Mais là aussi, ils ne s'interdisent rien. Lars Krauss, qui est un Allemand, parce qu'il y a quelques Européens dans toute cette scène-là, qui est, comme vous l'avez compris, éminemment américaine, mais il y a quand même quelques Européens. Là, on voit évidemment l'admirable référence à l'art nouveau, mais c'est magnifiquement exécuté, quoi. Il faut les voir avec les couleurs. En vrai, c'est magnifiquement exécuté. Malleus, un Italien, qui fait une réinterprétation de la Joconde, sauf que c'est pour un groupe qui s'appelle Electric Frankenstein. On comprend, mais là aussi, il y a une vraie créativité, bien que je n'aime pas le terme. Et on va faire un petit break. Non, mais je vais faire vite ça, vite un peu le statut. Il y a des questions. Je vais surtout voulu insister pour montrer les choses avec les images. Alors, tout cela a un temps fort riche, de contenu et de sens. Nous n'avons manqué de susciter vos questions, j'imagine, vos réflexions, vos accords et désaccords. Ça, je ne parle pas avec le bon micro, c'est ça. Voilà. Donc, il y a des questions là. Et je pense qu'il y en aura aussi de la part des étudiants de l'école d'art, que je remercie d'être venus, et qui auront certainement des réactions ou des choses à en dire, notamment sur tout ce qui a été dit quant aux relations avec l'histoire de l'art, de l'opposition entre beaux-arts, art populaire, de la place de la sérigraphie dans l'enseignement des arts à l'école, enfin bon, plein de choses sur quoi vous aurez, j'en suis sûre, envie de réagir. On a un micro qui est à votre disposition. En 75 avec les Ramones, en fait, vous vouliez parler du début de l'art punk par rapport à la sérigraphie ou de la musique punk? Je parlais de la musique punk et de ce qui a été immédiatement le mouvement graphique qui l'accompagne. Je ne rentre pas dans les détails parce que le punk, lui aussi, est apparu de façon très violente, mais il plonge ses racines dans une histoire qui lui est préalable, avec un certain nombre de groupes qui l'ont influencé. Mais comme je ne suis pas là pour faire un cours sur le rock, ou même d'ailleurs un cours tout court, je ne m'appesantis pas sur les détails. Il se trouve que le punk a été le mouvement qui, par l'ampleur des besoins qu'il générait, a permis l'éclosion de toute la scène graphique qui l'accompagnait. En tant que mouvement musical. À l'époque de sa mode, quoi. Pardon? À l'époque où il était une mode, parce que pas à l'essence du groupe, quoi. Au tout milieu des années 70, avant qu'il envahisse et qu'il se répande dans le monde entier. D'accord. Et à quelle époque la sérigraphie comme ça alternative a été reconnue comme un art à part entière? Alors, la sérigraphie en tant que moyen technique est apparue en 91. Comme je vous l'ai dit, c'est Kozik qui l'a réintroduite en 91. À partir de là, la seconde partie de la question, la sérigraphie n'est pas un art. Enfin, je suis la voix officielle. On est bien d'accord. Hein. Tout mon propos vise à essayer d'ouvrir les esprits et de dire oui, la sérigraphie n'est pas une production de masse. Oui, la sérigraphie est un vrai travail artistique. Oui, la sérigraphie permet d'avoir affaire à des objets de l'art. En tout cas, c'est ce que j'essaie de faire à travers l'intervention d'aujourd'hui, à travers mon site, qui est une vitrine de tout cela, et tout ce que je peux dire de ci, de là, de façon prosélyte et modeste. Je ne sais pas si tu me reconnais, Didier Thierry. Bon, je suis enchanté de te retrouver dans ces conditions, de m'instruire prodigieusement. Et je constate que tu es toujours aussi philosophe. Les règles de la méthode, d'ailleurs, c'est tout un programme.
Et c'est aussi une invitation à enrichir ce que tu fais. En tout cas, j'en tirais quelques règles pour moi, avec tout ce que tu développes si bien. Bravo. Merci. Je ne pourrais peut-être pas rester pour certaines raisons jusqu'à la fin, mais ce n'est pas par manque d'intérêt, heureusement, que ce sera enregistré, que ce l'est. C'était pas une question, mais des réflexions, voilà. Merci. Témoignage d'amitié. Nadine Oui, non. Non. Mais c'est pas grave quand même. Hein. Enfin, ce qui me frappe, c'est la violence. Ce qui frappe, c'est la violence. Ah oui, c'est vraiment... c'est incroyable. Et je pense que c'est une façon de... un exutoire, probablement. Je ne sais pas, mais c'est d'une violence. J'ai un petit peu de mal à vous répondre. Je comprends tout à fait que vous puissiez trouver cela violent. À partir de là, quand on voit un tableau de Beckmann qui s'appelle La Nuit, qui est un tableau invraisemblable, où on voit un couple torturé, Max Beckmann est un artiste expressionniste allemand qui fait partie de l'histoire. Il y a des travaux de Warhol qui reprend notamment toute une série de photos où on voit des accidents de voiture qui sont d'une violence invraisemblable. Je ne pense pas qu'on puisse dire, si vous voulez, que la violence est un élément organique de cette scène-là. La violence est un élément récurrent qui est présent dans l'histoire de l'art. Il y a certains tableaux dits d'histoire qui montrent des scènes où on voit des têtes coupées, etc., etc. Il se trouve que là, il y a peut-être une crudité qui est plus présente. Cette violence... C'est pas même pas au niveau du sujet, c'est au niveau des réalisations. C'est vraiment un tout qui est violent. Je sais bien que ce sont des affiches, que les affiches sont là pour capter, mais on a l'impression, tout ce que vous nous avez montré, on ne se repose jamais. Là, si vous voulez... Pardon ? Ce qui est certain, c'est qu'eux ne se reposent jamais. Tandis que la première partie, c'était déjà, pour le Psychédélisme. c'était déjà, il y avait des moments Je suis d'accord. où on arrivait à se détendre. Vous avez raison, madame. Mais c'est vrai que la violence... Le punk était un mouvement violent. Le punk est apparu à un moment où la société est devenue hyper violente. Je veux dire qu'on ne peut pas ignorer une réalité. Beckmann disait que les artistes sont souvent le reflet de leur temps, mais c'est vrai. Tous ces jeunes artistes reflètent non seulement ce qu'ils sont, le monde dans lequel ils vivent, mais l'univers aussi musical des groupes pour lesquels ils travaillent. Et c'est vrai qu'il y a des courants musicaux du rock, comme le métal, le hardcore, qui sont des courants violents, où il y a souvent des paroles violentes. Je comprends très bien qu'on puisse être choqué par la violence. Hein. Je pense que la violence fait partie intégrante de l'histoire de l'art, malgré tout. Il y a des scénographies également très joyeuses. Hein. Mais il y en a pas. aussi des joyeuses, des légères. Hein. Moi, je voudrais Humoristique. revenir sur ce sujet qui me questionne aussi, et d'abord répondre à ce qui a été dit précédemment, parce que je ne crois pas que ce soit le médium qui fasse l'artiste. Ce n'est pas le pinceau qui fait l'artiste. Pardon. Mais donc, ce n'est pas le médium ou le pinceau ou le moyen utilisé qui fait l'artiste ou pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, enfin, la technique sérigraphique n'est pas née en 91, elle est bien, bien antérieure, et elle n'est pas méprisée plus que d'autres techniques. Elle est enseignée dans les écoles d'art où elle est complètement banalisée. Hein. Et donc, c'est pas qu'il y ait hiérarchie entre le grand art et l'art populaire, et ce depuis maintenant quand même fort longtemps. Hein. On est dans un changement de paradigme depuis le tout début du XXe siècle, où on est sorti des académismes, et de certaines conventions et de certaines reconnaissances. Donc, c'est plus comme ça du tout que ça se passe. Et les artistes utilisent aujourd'hui aussi bien la sérigraphie que la vidéo, que la peinture, que le dessin, que la photocopie ou
le numérique. En fait, c'est pas ça tellement qui fait la référence, c'est plutôt l'appartenance, le sens, la valeur, la qualité et certains critères sur lesquels on peut débattre, mais qui en tout cas contiennent au moins la nouveauté ou la reproduction, le fait d'être innovant ou de se calquer sur des choses déjà préexistantes, etc. On pourra y revenir. Et donc beaucoup de ces travaux-là que nous avons vus s'inspirent vraiment de choses qui les ont précédés. C'est-à-dire que il y a tous les noms que tu as nommés, mais il n'y en a pas d'autres qui sont très visibles. Je pense à Velikovic, qui est très évident, Araki, comme artiste aussi ressource de ces dernières choses que nous avons vues. Bref, ce sont des gens qui sont finalement dans la reproduction, me semble-t-il, beaucoup de référence à l'art déjà existant. Et c'est pas la reproduction technique ou pas qui fait la différence, qui fait la hiérarchie. Et ça, on le sait bien depuis les écrits de Walter Benjamin, par exemple, sur le statut de l'œuvre d'art au moment de la reproductibilité technique, qui n'est pas non plus une innovation. Et ça m'amène à reprendre la réflexion que vous avez faite, madame, et sur quelque chose qui m'intéresse aussi beaucoup. Et je voudrais que l'on entre un peu dans quelque chose qui risque de rester comme une confusion, à mon avis. Parce que, quand tu fais référence à Beckmann, la position de Beckmann est complètement claire. Comme celle de Munch, comme celle des expressionnistes viennois, qui seront d'ailleurs qualifiés d'artistes dégénérés par les nazis, et qui sont dans une opposition à quelque chose qui pour eux fait scandale, à une société totalitaire, fasciste, totalisante, qui véhicule des valeurs avec lesquelles ils sont en rupture, et ils le disent par l'art. Leur position n'est pas ambiguë. La position de certains des auteurs que nous avons vus est ambiguë. C'est-à-dire qu'on ne sait pas s'ils dénoncent ou s'ils cautionnent. On ne sait pas s'ils dénoncent ou s'ils revendiquent de faire partie de cette rupture. Et troisième niveau d'interrogation, ce qui m'intéresse aussi par rapport à ce qui vient d'être dit et qui fondamentalement pose problème, c'est la question du sens. En lien avec tout ceci, avec quelle idée de l'art, quelle idée de l'artiste, quelle place pour la technique, quelle place pour le sens dans l'art aussi, et cette question de la liberté. De la liberté, et là aussi, je voudrais lever une autre confusion qui me semble importante et sur laquelle je voudrais qu'on s'arrête un moment, c'est la question entre la censure et la liberté. Parce que, là aussi, que l'art soit un lieu de liberté et que personne, ni l'institution, ni des censeurs de quelque bord que ce soit, n'ait à dire aux artistes « ça vous avez le droit d'en traiter, ça vous n'avez pas le droit de le montrer », on est là au cœur d'un problème qui est très ancien, parce que vous savez bien que dans la tradition de l'histoire de l'art, il y a des enfers dans les bibliothèques et dans les musées, des choses que l'on ne dit pas ou que l'on ne montre pas, des dessins pornographiques. Depuis fort longtemps, on sait bien quelle place ça a dans la production des artistes et que souvent c'est montré après leur décès. Que souvent aussi ces œuvres ont été brûlées par la descendance qui ne voulait pas compromettre un tel ou un tel. Donc ça, c'est une vraie tradition. Et l'art contemporain, je veux dire, l'art depuis le surréalisme, en gros, est allé explorer tous les interdits, toutes les transgressions, et est allé montrer des choses de ce côté-là. Et ça pose un vrai débat de société, parce qu'aujourd'hui, il y a quelques années, il y a 6 ans, maintenant, au CAPC à Bordeaux, une exposition présumée innocent où l'on demandait à des artistes de travailler sur l'enfance. Et donc, ils ont parlé d'enfance, ils ont parlé de sexe, de violence, de mort, de joie, de bonheur, de fleurs, et de fraîcheur, et de beauté et d'énergie, comme il a été dit tout à l'heure, mais aussi de choses plus dures, plus moroses, plus morbides, plus sexuelles aussi. Mais si l'art ne peut plus parler ni de religion, ni de sexualité, ni de mort, il va falloir décrocher un certain nombre d'œuvres des Simèse. Alors ça, c'est une chose. Mais cette question du jugement moral qui interdirait l'œuvre et la question de la place du créateur et de son discours par rapport à la société, par rapport à l'éthique, par rapport à la morale, etc., c'est autre chose. Et on peut parler alors, ce qui m'étonne aussi, c'est que tu différencies jugement moraux et création de l'esprit. Parce que il n'y a aucune raison que les aspects moraux et éthiques soient dissociés de la création de l'esprit. Dès qu'on parle,
dès qu'on est dans le langage, on est dans une œuvre de l'esprit. Et que ça passe par le dessin ou par la peinture ou par l'écriture, c'est la même chose. Donc, questionner, juste je termine là-dessus, Anna, je vois que tu me fais des grands signes. Je termine là-dessus. Questionner la position de Heidegger par rapport à tout ça, ça me semble de l'amalgame. Parce que l'on dise Heidegger a été nazi, il n'est jamais revenu là-dessus, il ne s'est jamais repenti de cette appartenance. Hein. Je pense que c'est éclairant pour un certain nombre de ses écrits, voilà, pour comprendre un certain nombre de ses écrits et pour comprendre certaines places d'où il parle. Maintenant, il ne s'agit pas de censurer Heidegger parce qu'il a été nazi. Ce sont des choses complètement différentes. Voilà. Je sens que le débat va être passionnant parce qu'il y en a qui veulent ouvrir aussi la bouche. Mais on va continuer. On va continuer on continue. Et après, je pense que Didier répondra. Je ne sais pas si je vais répondre à Evelyne, parce que je pense que nous sommes sur des points de vue qui ressemblent à quelque chose d'irréconciliable. L'important, avant de démarrer un dialogue, c'est d'être conscient du positionnement des uns et des autres, histoire de ne pas y passer 4 heures. Moi, je ne suis pas pour la censure des débats. Hein. Non, mais j'aimerais que vous ayez raison sur un certain nombre de points, Evelyne, mais je suis loin d'être convaincu que ce soit le cas. S'il suffisait de parler pour faire œuvre d'esprit, nous serions entourés de personnes intéressantes, et c'est loin d'être le cas. En l'occurrence, je crois vraiment qu'on vit dans un monde où il faut, de façon délibérée, séparer les pensées, les jugements moraux de ce qui est créé. Mais de façon a priori, littéralement a priori, parce que sinon c'est intenable. Alors juste, après j'arrête. Et je ne pense pas qu'il y ait de confusion. Hein. C'est que non, parce que, comme disait Jacques Lacan, de notre position de sujet, nous sommes tous responsables. Oui, mais comme disait une célèbre ministre, responsable ne signifie pas coupable. Donc à partir de là, on ne peut pas introduire des jugements de valeur avec des connotations liées à des référents moraux ou religieux, sinon ça donne ce que l'on connaît par ailleurs dans le monde. Hein quand on voit les talibans faire sauter les Bouddhas, c'est bien parce qu'il y a des jugements d'ordre moraux, d'ordre religieux, qui interfèrent avec une histoire particulière. Mais voilà. Mais dès lors, laisser imaginer qu'il faille malgré tout et quand même laisser la place à un regard de nature morale, on ne peut pas séparer les deux. Je n'ai jamais dit ça. Je pense qu'il s'agit d'expliciter d'où les gens parlent. Et j'ai simplement pointé la confusion de la position de certains auteurs dont on ne sait pas s'ils cautionnent ou s'ils dénoncent. Mais l'ambiguïté est une vertu en art. 1. 2. Il reflète la violence qui est contenue, et c'est en fait la seconde partie que je vais traiter très rapidement de mon propos, c'est-à-dire quelles sont les méthodologies employées. Il faut bien comprendre que tous ces artistes ne font pas les choses au petit bonheur de la chance. Ils ne travaillent pas en fonction, comme ça, d'irruption créative qui leur ferait faire telle ou telle réalisation, sans tenir compte de la réalité des groupes. Et c'est là, et c'est une manière de répondre à l'objection que vous faisiez par rapport à la violence, ils ont un devoir, être le reflet de l'univers musical, textuel, imagier du groupe pour lequel ils travaillent. Or, on est dans un contexte musical, dans un contexte artistique, où les mots sont souvent violents, où les sujets, les thèmes abordés sont souvent des sujets très violents. Je pense à un groupe comme Nine Inch Nails, dont je n'ai pas montré tout à l'heure l'image. Trent Reznor, qui est le leader, est quelqu'un qui est obsédé par la douleur. Il ne parle que de douleur et de souffrance en longueur de texte. Alors, on peut trouver ça insupportable, lassant, tout ce qu'on veut. Il n'en demeure pas moins que c'est son parti pris initial, c'est son parti pris musical et créatif, et que l'artiste qui va travailler pour lui est obligé d'une certaine manière de se mettre à son service. Et c'est tout ce qui fait à la fois la difficulté et la noblesse de l'exercice. Ce sont des artistes qui sont obligés de prendre en compte leur propre liberté, c'est-à-dire celle de créer quelque chose qu'ils
dont ils sont les sources, et en même temps de tenir compte, de se mettre au service d'une personne, d'un univers qui leur est préalable. Donc il y a cet aller-retour permanent. Pour ce faire, ils n'ont pas 50 moyens de le faire. Soit ils travaillent sur des photos existantes, comme l'a pu faire la génération précédente. On le voit ici, ce sont les photos des leaders, en l'occurrence Alice Cooper, et de l'autre côté Train 13 Nord. Soit ils travaillent le portrait à partir d'une peinture. Et à ce moment-là, ils travaillent plutôt en digital, mais dans tous les cas, c'est un portrait ou du groupe ou du chanteur. En l'occurrence, là, c'est un chanteur. Soit ils le caricaturent. C'est une autre mode stylistique de procéder, mais on est toujours sur le portrait. Soit ils intègrent le portrait, comme ici, dans un travail beaucoup plus large et extrêmement plus complexe, puisqu'en fait, le but là, c'est de montrer que l'univers de Nick Cave est un monde à lui tout seul, qu'il faut en fait établir une cartographie qui permet de déterminer les contours de son œuvre. Chaque petit objet présenté est une référence à un de ses textes. Chaque petit dessin est une référence explicite à un de son travail. Donc là, il y a un vrai travail de composition. Il s'agit vraiment de refléter. Autre exemple, là c'est une sérigraphie de Jermaine Rogers pour un groupe que je pense tous les moins de 20 ans ici connaissent, s'il y en a, qui est Franz Ferdinand. Là, quel est le parti pris? C'est de travailler le nom du groupe pour lui-même. En l'occurrence, c'est un personnage historique. L'artiste aurait très bien pu faire représenter l'archiduc Franz Ferdinand pour symboliser le groupe. Là, c'est une reconstruction historique. Il nous montre une scène de foule où deux personnages de couleurs différentes, en l'occurrence le personnage principal et un autre personnage qui tient un pistolet, sont face à face. Il y a une date, June 1914. C'est un indice qui permet au spectateur de reconstruire une scène historique, en l'occurrence l'assassinat de l'archiduc, même si, historiquement, en fait, il a été assassiné par une bombe. Mais là, évidemment, c'était un petit écart par rapport à l'histoire officielle. Mais là, donc, il s'agit bien de montrer d'une manière singulière, différente, originale, une représentation possible du groupe Franz Ferdinand. Là, le groupe s'appelle les Dictators. Le parti pris, c'est d'essayer de déployer la notion de dictateur telle qu'elle peut être entendue. Qu'est-ce qu'il est possible de faire quand on parle de dictateur? Soit de remontrer des figures historiques de dictateurs célèbres, Hitler, Mao, Staline, etc. Soit de mobiliser des attributs liés à l'oppression, à la souffrance, à la douleur, à l'internement, etc., etc. Qu'est-ce qu'a fait Forbes? Il a pris un oiseau, un rapace en l'occurrence, qui par lui-même respire la mort. Il l'a affublé d'une casquette de SS, d'une cape noire, il y a des barbelés. Bref, il a mobilisé un certain nombre de signes qui font sens, qui montrent ce que peut être un dictateur, et donc accompagnent le groupe qui s'appelle les dictateurs, sans qu'à aucun moment il y ait de confusion. C'est-à-dire que sans qu'à aucun moment on imagine que le groupe soit animé par des pensées dictatoriales ou développant des propos qui pourraient être ajoutés. Une autre manière de procéder, toujours dans le discours de la méthode, puisque c'est ainsi que j'ai appelé ce petit moment de mon intervention, c'est d'essayer d'établir les méthodologies possibles à partir desquelles il travaille. Un groupe, je suis allé très vite, le groupe Madonné, un groupe punk américain qui n'a rien de renversant d'ailleurs, une des manières d'utiliser, c'est de jouer sur le nom du groupe. Madonné, c'est le nom d'un film du milieu des années 60, d'un cinéaste underground américain qui s'appelle Russ Meyer, qui adorait les formes avantageuses. On voit là la photo originale, l'affiche du film. L'artiste a repris le cliché, il mobilise ainsi, dans l'inconscient collectif, une réminiscence de l'image type du film sorti en 1965. Le groupe Madonné, à ce moment-là, correspond avec l'image qui a accompagné la sortie du film qui portait ce nom-là. C'est un autre moyen de pouvoir mettre au service du groupe des modalités particulières de création. Là, le groupe s'appelle Velvet Revolver. Qu'est-ce qu'a fait l'artiste? Outre le fait qu'il représente de façon humanisée la mécanique du revolver, il a utilisé du velours, du papier velours rouge pour accompagner la réception du nom du groupe. Autre moyen d'avancer. Il y a les codes qui font partie de l'imagerie type. L'étoile à 5 branches, le pentacle,
c'est une des images clés de l'imagerie métal. Le métal, c'est un courant violent du rock le plus lourd, pour aller vite. Donc là, l'artiste a dit, je ne trompe pas le client, je montre tout de suite quel genre de groupe, quel genre de musique c'est. Donc il mobilise des emblèmes préexistants, à savoir le pentacle. Là, il peut s'appuyer sur une imagerie préalable. Pink Floyd, pendant sa tournée 77, avait un immense cochon qui tournait dans les airs au-dessus des lieux où il donnait les concerts. Derek Hess, qu'est-ce qu'il a fait? Il a repris l'imagerie préexistante du Floyd, il associe une image du passé à la tournée, en l'occurrence de 96, pour bien inscrire cette affiche-là, pour ce groupe-là, dans une histoire qui est préalable. D'accord? Electric Frankenstein, on comprend tout de suite en quoi le groupe peut être associé à un personnage mythique de l'histoire du cinéma. À chaque fois, et c'est un cahier des charges, le groupe demande à ce que l'artiste réinvestisse le personnage de Frankenstein. Ce qui fait qu'on voit des Frankenstein vraiment à toutes les sauces. Mais ça fait partie de l'image générique que le groupe véhicule. Là, c'est une tournée de Queens of the Stone Age, qui est présentée d'ailleurs, l'affiche est présentée à la maison d'étudiants, où il y avait un petit code graphique tout petit sur la pochette de l'album qui était sorti juste avant la tournée. Ce petit code graphique, c'est un spermatozoïde en train de féconder un œuf. Ce qui fait que sur la série de 30 sérigraphies, chacun s'est imposé de réutiliser le petit code graphique qui a joué un rôle d'invariant d'une sérigraphie à l'autre, tout en étant lié au groupe, à son imagerie, et donc à tous les documents qui font partie de son univers. Là, on le voit, White Stripes. Pourquoi une patte d'éléphant? C'est du graphisme assez sommaire, on va dire. Il se trouve que l'album qui a servi de préalable à la tournée s'appelait Elephant. On comprend. Là, c'est encore autre chose. Spoon avait sorti un titre qui s'appelait, d'un album, Chemisette croisée. C'était le titre de la chanson. Les graphistes, les artistes, on les appellera comme on veut, moi je préfère artistes, est allé chercher une vieille image publicitaire qu'il a mobilisée pour accompagner le propos textuel. Celle-ci est montrée là-bas, je ne vais pas insister, parce que bon. Celle-ci est également montrée à la maison d'étudiants. J'ai raconté rapidement hier au moment du vernissage de quelle manière c'est un clin d'œil appuyé à Pollock, bien sûr. Mais ça n'est pas un pastiche de Pollock, puisque ça accompagne une phrase très précise d'un texte du groupe qui dit en gros, on va aller jusqu'au bord de la rivière et on va descendre le stock d'alcool. Et puis après, on s'amusera bien. Là, l'artiste a photographié une caisse avec des bouteilles vides dont on perçoit les contours sur la droite et en bas sur la gauche. Elles sont recouvertes de feuilles. Il a retravaillé à fond la photo jusqu'à lui donner un côté pollockien, mais tout en étant fidèle à l'univers du groupe. Là, il s'agit d'accompagner un portrait psychologique. Tom Waits est un artiste qui se caractérise par une espèce de somnambulisme musical. C'est un personnage solitaire qui a un parcours tout à fait particulier dans le monde du rock. Là, l'artiste a considéré que rien ne pouvait équivaloir mieux que de montrer un personnage, un hobo, un clochard avec sa valise qui va de ville en ville dans un contexte totalement déshumanisé, désertique. Donc là, c'est véritablement un accompagnement du portrait psychologique du musicien qui est censé refléter son univers. Là, on peut voir de quelle manière techniquement c'est fait, la photo d'origine sur la gauche, la réinterprétation en sérigraphie que va faire l'artiste. La fameuse affiche de Bush dont je vous ai parlé tout à l'heure, où on voit Bush donc en chef de horde, et là qui pose la question de l'engagement politique. Beaucoup de groupes ont des engagements politiques, beaucoup n'en ont pas. Jermaine Rogers là a été hyper critiqué parce qu'on l'a reproché, beaucoup l'ont reproché, d'avoir mobilisé un contenu politique pour un groupe qui ne l'est pas du tout. Donc ça prouve bien qu'il y a une exigence de refléter un univers préalable et qu'on n'est pas prêt à tout accepter. En l'occurrence, moi celle-là je l'adore, hein, entre nous soit dit. Celle-ci s'inscrit pleinement dans l'actualité politique. On voit sur le t-shirt « I gave 10 years of my life to Enron ». J'ai donné 10 ans de ma vie à Enron. Vous vous souvenez du fameux scandale d'Enron qui a déposé le bilan en faisant des milliers de jeunes, enfin de retraités sans plus rien comme économie et en faisant des chômeurs. Donc là, c'est un contenu politique clair. De nouveau Bush, comme je l'avais expliqué, qui a une tête de Turc systématique. Enjoy the music while you can. Profitez de la musique tant que vous pouvez.
Ça, c'est une représentation de Al Gore au lendemain de son élection présidentielle, ou plutôt de son échec à l'élection présidentielle. Avec une petite bulle. Là, on est vraiment dans un univers comics, c'est-à-dire de la tradition comics la plus classique. Là, c'est Bob Mass qui réinvestit, qui est d'aujourd'hui, qui réinvestit à fond l'univers de l'Art Nouveau, bien sûr, pour une affiche pour Tori Amos. Simplement pour terminer, il y a des mots très importants pour qualifier cette scène. Il y a le mot outsider art et il y a le mot lowbrow. Le mot outsider art est un mot américain qui initialement traduisait l'art brut, puisque c'est l'équivalent anglais du mot art brut. C'est-à-dire est censé désigner des artistes qui créent vierges de toute référence culturelle. On imagine bien que ça n'est pas le cas. Pourtant, tous ces artistes, tous ces travaux sont très souvent classés dans l'outsider art. Il se trouve que outsider a aussi une signification propre, qui signifie étranger, à l'extérieur d'eux. Et en fait, c'est dans ces appellations qu'il faut comprendre le positionnement et le jugement de valeur qui est porté. Quand on qualifie un artiste et une œuvre d'outsider art, on ne dit pas qu'il fait de l'art brut. On dit qu'il ne fait pas partie de l'histoire de l'art, qu'il ne fait pas partie du mouvement type tel qu'il est référencé par les institutions. Quand on parle de lowbrow, la plupart de ces artistes sont catalogués par lowbrow. Lowbrow, c'est étranger. Le mot lowbrow signifie étranger. En tant que catégorie, cela recouvre tout ce qui ne fait pas l'objet d'un référencement dans l'histoire officielle de l'art. La bande dessinée, les films de série Z, les films de science-fiction, les livres de science-fiction, etc., etc. Ce sont des mots qui disent de quoi est faite la réalité. C'est-à-dire qu'il y a une volonté délibérée dans le langage commun d'exclure d'un certain champ certains artistes et certaines productions. Alors moi je veux bien qu'il y ait une égalité parfaite dans les matériaux, dans les outils, qu'il n'y ait aucune différenciation. Le problème c'est que je n'y crois pas du tout, ma chère Evelyne. Mais alors pas du tout, parce que le vocabulaire nous dit ou ne nous dit pas ce que sont les choses. Un dernier mot, et puis j'en arrêterai là, parce que sinon je serai trop long, je vous lasserai, ce que je ne veux pas. Je ne reviendrai pas sur les influences multiples et diverses. Le pop art en est une fondamentale, je ne rentrerai pas dans les détails. Mais je voudrais quand même dire une chose sur le statut de ces objets. Le mot affiche, que j'utilise moi, pour des questions de facilité, de compréhension interpersonnelle, ne dit évidemment pas à quoi nous avons affaire. Le mot initialement utilisé, c'est un mot anglais, c'est le mot poster. Le mot poster a en français deux traductions. Le mot poster, qui existe depuis les années 60, et le mot affiche. Le mot poster, tel qu'il est utilisé, est un mot qui désigne une reproduction. Ça peut être une peinture, ça peut être une affiche d'ailleurs, ça peut être un dessin, mais c'est une reproduction, grande série, offset, qui a pour rôle d'être dans un intérieur et de décorer. Une affiche, c'est un objet qui a pour mission d'être à l'extérieur, d'informer. Il a un rôle communicationnel. Donc, vous imaginez bien qu'on ne peut pas utiliser en français, de façon anecdotique et alternative, l'un et l'autre comme s'ils signifiaient la même chose. Ils ne signifient pas la même chose. Ils ne disent pas la même chose. Donc, le mot poster et le mot affiche renvoient à des univers différents. Là, nous avons affaire à ce que je considère être encore autre chose. Parce qu'il y a un fait majeur. C'est que depuis un certain nombre d'années, ces objets-là ne servent plus. Ils ne sont plus utilisés. Ils ne sont plus plombés par l'utilité qui, on le sait, dans le monde de l'art, est une tâche irréparable. Ils n'ont pour fin qu'eux-mêmes. Ils ne servent pas. Ils ne sont plus dans la rue. Ils ne sont plus dans les magasins. Donc la question est, si ce ne sont ni des affiches ni des posters, si on peut les qualifier de sérigraphie, mais à ce moment-là, on n'envisage que l'aspect technique. C'est comme si je disais, c'est une peinture. Bon, ok. Une peinture, d'accord, c'est le début du commencement. On ne dit pas tout ce qu'il est possible d'entendre. Donc le mot sérigraphie peine à dire également ce que c'est. Je pourrais dire que ce sont des estampes, mot un peu désuet, qui ne nous dit malgré tout pas comment on peut différencier une sérigraphie d'une autre sérigraphie. En fait, ce sont des objets qui ont changé de statut.
Ce ne sont plus des objets qui fonctionnent sur le régime de la fonctionnalité, de l'utilité, mais ce sont des objets qui fonctionnent sur le régime vanitaire. Qu'est-ce que j'entends par vanitaire? Il y a deux concepts américains cachés, enfouis dans l'histoire de l'underground. L'un s'appelle le commemorative poster, l'autre s'appelle le vanity poster. Un commemorative poster, c'est un poster qui a été créé pour célébrer un événement. On peut dire que ce sont des commemorative posters. Ils ont été créés vers la fin des années 60, très peu. Bill Graham, le fondateur de du Défilé Mort, a été le premier à commissionner un groupe, un artiste, pour réaliser une affiche qui n'avait pas pour fonction d'informer, qui n'avait pas pour fonction de communiquer, qui était simplement là pour célébrer. Nous sommes là dans un registre strictement vocationnel, c'est-à-dire que tous ces objets ne sont plus des objets qui servent, qui sont utiles, ils ont pour fonction de célébrer un groupe, de célébrer un artiste. C'est un changement, un basculement de statut qui, quand on essaie de comprendre ce que le mot signifie, ce que le langage dit, est extrêmement important. Parce qu'on n'est plus du tout dans le registre communicationnel, on n'est plus du tout dans le registre de l'advertising, en anglais, on est sur un registre qui est celui de la glorification, de la célébration, tel que les icônes byzantines l'étaient. Les icônes byzantines avaient pour fonction de célébrer Dieu et ses saints. Là, ces sérigraphies ont pour fonction de célébrer un groupe à travers un nom. On peut trouver le rapprochement excessif, pourtant il est parfaitement légitime. Nous avons là ce qui est à la fois un objet de culte et un objet du culte. Il se suffit à lui-même, il rend gloire à un groupe, à un nom. Donc on est obligé de tenir compte de ces changements de statut, parce que le regard, en termes de catégorisation, évidemment l'accompagne. Voilà, je n'irai pas plus loin, je voudrais simplement dire que, vous l'avez bien compris, ma modeste participation à tout cela tend à essayer de réhabiliter des objets qui sont pour moi plus que des affiches, qui sont pour beaucoup plus que des affiches. Et j'espère simplement qu'avec le temps, parce que nous sommes au début de quelque chose, qu'avec le temps, ces objets trouveront une place qui ne sera pas simplement une place infamante, mais qui seront regardés pour leur qualité propre, en tant que vecteur de sens, en tant que geste artistique, pour eux-mêmes. Et donc je remercie une fois encore le temps libre. Je suis désolé, je ne suis pas allé vraiment dans le fond des choses, mais j'imagine que c'eût été trop long pour cet après-midi et pour votre attention. Mais quoi qu'il en soit, je suis ravi et je remercie une fois de plus l'Université du Temps Libre de m'avoir permis de faire cette petite intervention, en espérant qu'aujourd'hui sera un jour nouveau pour toute cette scène, et que ce sera le début de quelque chose en France, et que ça donnera plein d'idées à de jeunes artistes qui ne savent pas comment et au service de quoi mettre leur talent. Merci.